Cette affirmation est clairement fausse. On a un système au niveau de la production de céréales panifiables et de la fixation des prix qui fonctionne. Après, chaque producteur doit faire ses calculs. Et on remarque que c'est des calculs qui ne sont pas forcément évidents à faire par branche de production. On a tendance plutôt à considérer une situation globale sur une exploitation. Mais si on fait les calculs vraiment spécifiquement pour des céréales panifiables, avec le niveau de prix qu'on est arrivé à atteindre depuis 2022, je crois qu'on a vraiment une situation financière qui est bonne. Alors, deux éléments. Mettre en place un système de prix avant les semis, fondamentalement possible. Par contre, on ne va pas pouvoir tenir compte des évolutions, typiquement des coûts de production. Ça veut dire qu'on doit soit renégocier, alors que les semis sont déjà faits, soit on n'en tient pas compte. Donc c'est à double tranchant aussi, de savoir si on a vraiment un intérêt à fixer des prix très très tôt, sachant qu'on a un marché qui est très stable quand même, au niveau des prix des céréales panifiables, ou si on n'a pas meilleur temps quand même de suivre un petit peu l'évolution des coûts, l'évolution des prix, l'évolution des surfaces aussi, qui peuvent influencer positivement les prix aux producteurs. Bien sûr, on pourrait argumenter aussi avec cet argument-là, en disant il faut simplement un prix producteur qui corresponde ou qui convienne aux producteurs. Là, il faut voir qu'on n'est pas les seuls acteurs sur le marché, on travaille avec des produits transformés. Et puis, si les prix sont découplés d'un marché global, aussi de la farine et des produits de boulangerie, là, on risque clairement de perdre des parts de marché. Et puis, je pense qu'au final, ce serait pas positif pour les producteurs. Les producteurs gagnent en faisant un rendement, une quantité fois un certain prix. Si les prix augmentent mais que la quantité diminue, je pense qu'on sera perdant. Ce qu'on remarque en discutant avec le secrétariat d'État à l'économie, avec l'Office fédéral de l'agriculture, avec le Conseil fédéral, c'est clairement un manque de volonté de rediscuter de la protection à la frontière. Ça fait partie finalement d'un paquet global, et si on rediscute de protection à la frontière pour des céréales panifiables, il existe la crainte que finalement d'autres droits de douane soient aussi renégociés sur de l'industrie, sur la métallurgie, sur plein d'autres éléments. Et puis le danger apparaît comme assez grand. Donc malheureusement, le secteur agricole, il est protégé, mais on ne pourra pas mieux le protéger. Oui, c'est juste, clairement. On a énormément de multinationales ou de grandes entreprises actives dans le négoce qui sont basées en Suisse. Alors c'est actif sur le marché international et pas sur le marché suisse. Donc là, on a de nouveau un découplage entre ce qui se passe au niveau mondial et ce qui se passe en Suisse. Alors on importe très peu de farine, donc je dirais que le problème n'est pas forcément à ce niveau-là. Par contre, on a clairement un manque de précision sur la provenance des produits de boulangerie. 140 000 tonnes par année à peu près qui sont importées. On a très peu d'informations sur qui les importe, sur quels produits, et puis sur finalement qui va les consommer. Donc là, oui, clairement un manque de transparence. Là, l'objectif, c'est vraiment de mettre en avant le travail de la filière avec une marque qui dit clairement qu'on travaille avec des matières premières suisses, avec une transformation en Suisse, et on sait clairement d'où ça vient. Et le deuxième élément qui va nous aider, c'est l'obligation de déclarer par écrit la provenance des produits de boulangerie dès le 1er février 2024 avec un délai de transition de 12 mois. Alors si une affirmation qu'il est nécessaire de corriger dans le sens où quand on a introduit l'alternative à la loi chocolatière, donc une solution privée des soutiens à l'exportation, on a dû considérer le secteur des céréales dans son ensemble, panifiables et fourragères. Et puis la Confédération a introduit ce supplément aux céréales qui sera payé sur les panifiables et les fourragères. Donc les exploitants doivent aussi faire un calcul global de ce qu'ils reçoivent finalement sous forme de paiement direct, d'un nouveau paiement direct, 129 francs par hectare en 2023, par hectare de céréales panifiables et fourragères, et mettre ça en relation avec ce qu'ils payent comme cotisation sur les panifiables. Donc on doit vraiment avoir une considération globale.
Là aussi, deux éléments. Oui, les producteurs payent clairement une part importante des soutiens aux exportations, non pas au profit de grandes entreprises ou de grands moulins, mais dans une solution commune de filière. Donc là, on doit clairement dire que c'est pas les producteurs qui payent pour les autres, mais c'est une solution qui a été mise en place avec des conditions cadres qu'on avait à ce moment-là. C'était pas forcément évident, mais le système vraiment il reprend les bases de l'ancienne loi chocolatière. Donc il n'a pas été complètement réinventé. Et il se trouve que les producteurs, vu qu'ils reçoivent aussi ce supplément aux céréales, participent de manière plus importante que les autres échelons. On pourrait très bien remplacer les soutiens aux exportations par du trafic de perfectionnement. Et c'est clairement une réflexion qu'on avait eue aussi quand on a réfléchi à mettre en place cette alternative. Il faut voir que là, on a clairement deux inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'en soutenant plus les exportations, on va perdre les 15,8 millions de francs du supplément aux céréales. C'est quelque chose qui a déjà été annoncé, donc qui est clairement prévu. Et le deuxième problème qu'on aura, c'est qu'en faisant du trafic de perfectionnement, les meuniers vont perdre 50 000 tonnes de céréales à transformer et à vendre. Et ça veut dire indirectement 50 000 tonnes de céréales panifiables produites en Suisse qui seront plus vendues en panifiables, qui vont se retrouver finalement sous forme d'excédent et qui devront être passés dans le secteur fourrager où on aura de la place. Et ça veut dire des déclassements chaque année de 50 000 tonnes parce qu'on aura juste plus de potentiel sur le marché. Et puis je sais pas jusqu'où les producteurs seront d'accord de financer ça chaque année, des déclassements à une pareille hauteur, c'est plus de 10% de la production annuelle. Et puis on peut aussi imaginer de la part de citoyens des réactions assez critiques sur le fait de déclasser chaque année des céréales panifiables de très bonne qualité dans le secteur fourrager. Ça montrera un déséquilibre qui sera difficile à gérer. Alors, si on était vraiment pieds et poings liés, on n'aurait pas de négociation de prix. Donc là aussi, il faut voir que c'est une discussion au sein d'une filière avec des partenaires qui ont des intérêts divergents et qui se trouvent ou ne se trouvent pas sur des prix indicatifs. Là, on est arrivé au cours des dernières années à négocier, à augmenter les prix de manière assez conséquente. Et je crois que c'est aussi le signe qu'on a des discussions constructives et puis une recherche de solutions qui soient finalement bénéfique pour tout le monde. Alors on est dans une filière, on a plusieurs échelons de transformation. Donc c'est pas les grands distributeurs qui fixent des prix des céréales, de nouveau c'est le résultat d'une négociation. Sur cette base des céréales, ça va définir le prix de la farine, et puis sur la base du prix de la farine, ça va définir le prix des produits de boulangerie. Nous on part du principe que la marge ou la plus-value doit être répartie correctement dans la filière. Alors bien sûr, on pourrait dire que le prix des céréales est trop bas. Ce qu'il faut voir, c'est que si on augmente artificiellement ou si on augmente trop le prix des céréales, on aurait une augmentation du prix de la farine. Et puis, au bout d'un moment, on aura une augmentation du prix des produits de boulangerie. Et puis là, clairement, on est en concurrence avec des produits finis importés qui sont importés à très très bas prix. Donc on va trouver un équilibre finalement entre la production et la transformation indigène et puis le prix de vente qui soit aussi accepté par les consommateurs. Le prix de la farine est déterminant pour l'industrie agroalimentaire. Et quand on parle du prix de la farine, on parle du prix en Suisse et du prix à l'importation. Il faut voir qu'on est aussi en concurrence dans la filière, pas les producteurs, mais dans la filière, avec de la farine qui peut être importée. Donc si le prix suisse dépasse un certain niveau, ou un certain pourcentage le prix de la farine importée, on a des transformateurs qui nous ont clairement dit on va importer de la farine. Et là aussi, on doit être finalement dans un équilibre qui est assez difficile à trouver entre une plus-value Swissness, un bonus pour la production, la transformation en Suisse, et une concurrence sur des marchés internationaux qui est très très forte. Donc là, l'équilibre est pas forcément évident à trouver, mais je crois que de nouveau, grâce aux négociations de prix indicatifs, grâce aux discussions qu'on a dans la filière, on est arrivé à une solution qui est pas mauvaise et qui permet de garder aussi des volumes de vente de farine suisse aux transformateurs suisses.
Alors je pense que cette affirmation, elle est basée sur une incompréhension du système des soutiens aux exportations. Il faut voir que les moulins qui livrent de la farine aux exportateurs ne touchent pas de soutien aux exportations. C'est uniquement les exportateurs qui vont toucher les soutiens aux exportations. Deuxième point, c'est que les meuniers qui livrent la farine, ils participent à hauteur de 10% de la différence de prix de la farine. Donc s'ils augmentent les prix annoncés, ils augmentent aussi leur participation. Donc ils n'auraient pas forcément un immense intérêt à le faire. Et clairement, c'est une affirmation que j'ai toujours pas comprise. L'autre point aussi, c'est que les meuniers annoncent des prix à l'Office fédéral de l'agriculture, qui a aussi un rôle de contrôle et de test de plausibilité finalement des prix annoncés. Donc là, je crois qu'on a aussi un contrôle de la Confédération et un niveau de prix finalement qui semble tout à fait réaliste. Un des problèmes qui n'est pas nouveau, c'est un décalage dans le temps entre une annonce de prix et parfois des contrats qui sont faits entre le moulin et l'exportateur ou l'industrie agroalimentaire qui sont faits sur 2, 3, 6, 12 mois. Donc bien sûr, si on fait un contrat de 12 mois à un certain prix et puis qu'on compare à des prix du marché qui évoluent, on aura bien sûr une différence à ce niveau-là. On a toujours eu des périodes de surcompensation de prix et de sous-compensation de prix. Et sur une période d'une année ou de 2 ans, ces surcompensations et sous-compensations, elles vont s'équilibrer. C'est comme dans à peu près tous les marchés agricoles. Au niveau des agriculteurs, des producteurs, c'est transparent jusqu'au centime. On connaît les coûts de production, on connaît les prix, on connaît le niveau de paiement direct, on connaît absolument tout. On a des dépouillements des données comptables qui sont faits par Agroscope. On a énormément d'informations. Et clairement, plus on avance dans la filière, plus on se rapproche des consommateurs, moins on a d'informations. C'est vrai, et je pense que c'est valable pour d'autres branches que l'agriculture. Après, il faut savoir si la transparence à 100%, elle va nous aider. Cette transparence, elle est revendiquée pour avoir un calcul des marges des différents échelons. Est-ce qu'une marge elle est trop élevée à un échelon pas assez élevé? On n'aura jamais de réponse, elle sera jamais suffisante pour l'échelon concerné. Et puis pour les autres échelons, elle sera de toute façon trop grande, et puis c'est forcément aux autres échelons de réduire les coûts. Au bout d'un moment, si on part dans cette stratégie-là, je pense qu'on sera tous perdants. Il faut que chacun arrive à vivre, il faut que tous les échelons arrivent à produire, à transformer, à commercialiser. Et puis je suis pas sûr qu'en faisant pression sur les marges de chacun, on s'en sorte mieux dans une filière globale au final. C'est possible que les producteurs aient pas accès à toutes les informations des centres collecteurs. Alors bien sûr, il y a une part de commercialisation où tout n'est pas forcément mis sur la table, toutes les informations sont pas forcément publiées. Je crois pas que ce soit nébuleux, et si c'est le cas, je conseille aux producteurs de clairement poser des questions lors des assemblées générales et de demander la transparence à leur centre collecteur. La plupart sont aux mains des agriculteurs, donc je crois que c'est aussi la responsabilité de chacun de poser les questions nécessaires. Alors on a des grands acteurs sur le marché, que ce soit au niveau de la grande distribution, que ce soit au niveau du commerce, effectivement. Fenaco est une grande maison, est un des grands acteurs. Il y en a d'autres, hein. Ils n'ont pas du tout le monopole au niveau de la commercialisation. Je ne connais pas les pourcentages, on est un peu plus de la moitié pour les céréales panifiables. Mais la critique, je ne sais pas si c'est une critique, c'est un constat. Oui, bien sûr, on veut des produits locaux, on veut des produits de qualité, on veut des produits sains, bons pour la santé, et on veut des produits pas chers. Alors, quand on veut mettre ensemble l'ensemble de ces facteurs-là, on se rend compte que c'est compliqué. Locaux et de qualité, pour nous, ça veut dire clairement production de matières premières en Suisse, transformation en Suisse, ça veut dire des produits avec une part de matières premières suisses importante, qui dépasse au moins 80%. Et on l'a avec la marque Pain Suisse. C'est typiquement la marque qu'on met en valeur au niveau vraiment du commerce, au niveau du point de vente, dernier point avant le consommateur. Et si les consommateurs souhaitent des produits suisses, ils ont clairement la possibilité aujourd'hui d'acheter des produits Pain Suisse. Un gros problème qu'on a constaté, c'est que le consommateur part du principe que le pain, les produits de boulangerie qu'il achète sont des produits suisses.
On n'a pour le moment aucune information ou peu d'informations sur l'origine de ces produits. On ne sait pas si c'est des produits effectivement qui sont suisses ou si c'est des produits importés. Les consommateurs, en partie, en tout cas une grande partie, pensent que c'est des produits suisses, ce qui n'est pas forcément le cas. Et là, on a un flou. On a clairement, c'est pas de la tromperie, mais on a clairement un flou qui est utilisé aussi par les vendeurs de produits de boulangerie. Et c'est typiquement aussi pour contrer cet aspect-là qu'on a soutenu très clairement l'obligation de déclaration. Alors sur le dos des producteurs, oui, clairement, on est payé par les producteurs. Est-ce qu'on est bien payé, pas assez payé? Ça, c'est une question qui reste ouverte. Pour la Fédération suisse des producteurs de céréales, on est 3 personnes au secrétariat et ça représente 240% de temps de travail. Donc des coûts qui sont assez limités. Sur les dernières années, on a réussi à baisser de 10% la masse salariale du secrétariat. Donc aussi des efforts à ce niveau-là pour pas avoir finalement s'auto-occuper ou avoir des tâches qui servent pas forcément aux producteurs. On est tout à fait conscient de ça, du coût que ça représente. Et puis, oui, on y fait attention. Cette année, clairement, ils se sont engagés à payer les prix indicatifs qui avaient été fixés dans les interprofessions, donc pour nous, clairement, le prix des céréales panifiables. Ils se sont engagés aussi auprès des transformateurs à le faire, et c'est clairement un élément qu'on va suivre ces prochains mois, à savoir si ils respectent leurs engagements ou si au contraire ils vont profiter de belles paroles pour derrière faire pression sur les prix. C'est quelque chose qu'on va suivre très attentivement, et puis on espère vraiment que ça fonctionne jusqu'au dernier échelon, jusqu'au grand distributeur. Je pense que c'est une pression qui vient d'une part des manifestations paysannes et d'autre part aussi de consommateurs qui se posent peut-être des questions sur l'engagement réel des grands distributeurs pour soutenir la production en Suisse, la transformation en Suisse. Alors nous, on n'est pas contre une enquête sectorielle. Clairement, Marché équitable suisse a déposé une plainte auprès de la Commission de la concurrence, la Comco. Nous, on espère que la Comco prenne ce sujet au sérieux et fasse toutes les analyses nécessaires. Finalement, on n'a pas peur de ça. C'est un système qui fonctionne, clairement. On estime qu'on a tous les contrôles nécessaires. Il faut voir que toutes les exportations sont contrôlées par Procert et par TSM. On a un système qu'on estime solide. Pour nous, le plus important, c'est qu'on ait des prix aux producteurs qui couvrent les frais de production et qui permettent d'avoir un revenu décent. Et je crois que c'est vraiment le plus important. Si les autres échelons de la filière arrivent aussi à s'en sortir, je pense que c'est aussi important. Si on a un échelon qui s'en sort pas en Suisse, ça va pas nous simplifier la vie. On doit travailler sur la filière. Si on écoute les moulins qui livrent à la grande distribution ou à l'industrie agroalimentaire, je suis pas sûr qu'ils soient forcément tous à s'entendre sur les prix. Je crois qu'il y a quand même une très très grande concurrence aussi au niveau du prix de la farine. Donc je sais pas jusqu'où ils arrivent vraiment à s'entendre et puis à pénaliser avec ça les prix aux producteurs ou les producteurs. On a 7 moulins, 7 grands moulins qui représentent effectivement 90% de parts de marché, mais ces moulins, il faut voir que les grands moulins en Suisse, ils sont tous en surcapacité. Donc ils ont tous des capacités de production qui dépassent les volumes qu'ils transforment effectivement, et du coup ils sont en concurrence très forte. Et puis là, ils doivent arriver à vendre de la farine à des prix de nouveau qui couvrent leur coût de production, mais ils doivent vendre des volumes. Donc ils sont en concurrence, clairement, et je ne pense pas qu'ils arrivent à s'entendre sur des prix qui seraient surfaits au détriment des producteurs. J'ai de la peine à concevoir que ce soit le cas. Oui, c'est un calcul intéressant. Nous, on est clairement parti du principe qu'il y avait plutôt des dangers plutôt que des potentiels à ce niveau-là. Le danger, clairement, c'est de nouveau une perte de volume de transformation des meuniers.
faut voir qu'ils ont des coûts fixes, comme dans chaque branche de production, qui sont définis. Et puis plus les volumes transformés sont faibles, plus les coûts par unité seront importants. Et puis pour réduire les coûts, ça va se faire sur des coûts variables. Les coûts variables, c'est le prix des céréales. Et nous, on a peur, à force de réduire des volumes de transformation dans la filière, que ça se répercute sur le prix aux producteurs. Alors les actions, c'est finalement des actions à long terme, mais on doit travailler sur la politique agricole, la future politique 2030. Là, clairement, on a aussi des attentes qui sont très très élevées pour que la production agricole revienne au centre de ce qui se passe sur les exploitations, qu'on donne peut-être un petit peu moins d'importance à des sujets qui sont pas négligeables, mais qui sont plutôt secondaires pour la production. Clairement aussi, tout ce qui est conditions cadres de manière générale, on doit aussi toujours être attentif aux accords de libre-échange qui sont négociés pour éviter d'avoir une pression supplémentaire, une ouverture des frontières finalement qui pénaliserait notre secteur. Je crois qu'on doit agir à plusieurs niveaux, et puis on fait ce travail en collaboration avec l'Union suisse des paysans, avec d'autres organisations aussi, on doit le faire. Et puis je crois qu'on doit aussi avoir des considérations grande culture, pas considérer uniquement le secteur panifiable, mais prendre en compte aussi les intérêts des producteurs de betteraves, des producteurs de pommes de terre. Je crois qu'on a des assolements qui dépendent pas uniquement de céréales, mais qui doivent aussi tenir compte d'autres secteurs. Oui, l'Observatoire des prix, je pense qu'il pourrait amener une certaine transparence. Je suis par contre pas certain qu'on arrive à avoir une transparence à 100% à tous les échelons. La question ouverte pour moi, c'est est-ce que ça va aider les producteurs? Est-ce que ça va vraiment améliorer la situation économique de connaître les marges de tout le monde? Sachant que si on part du principe qu'un échelon a des marges trop importantes, elle doit les réduire, ça risque de se reporter négativement sur les producteurs. Bien sûr que c'est envisageable, dans une certaine mesure. On parle aussi de marché de niche pour ces circuits courts. Il faut voir que les consommateurs, par souci de simplicité, d'efficacité, vont faire leurs courses dans des grandes surfaces, et il y a une raison à ça. On a vu pendant la période Covid, tout d'un coup, une découverte que les paysans arrivaient à produire des denrées alimentaires. C'était presque une surprise pour certains consommateurs. On a vu par contre aussi malheureusement qu'après le Covid, le tourisme d'achat a recommencé, et puis les marchés à la ferme ont clairement souffert. Donc oui, un soutien au circuit court, c'est possible, c'est bien, mais ça restera à mon avis sur des quantités limitées. Et puis ce qu'il faut voir aussi, c'est que les circuits courts, quand les producteurs de céréales doivent également être meuniers, centres collecteurs et boulangers, ça demande beaucoup de connaissances, et puis ça engendre aussi des risques. Finalement, on cumule tous les risques d'une filière sur une seule exploitation, et c'est important de bien réfléchir avant de se lancer. Je pense qu'il y a des activités complexes aussi, typiquement au niveau des centres collecteurs, avec la gestion des insectes dans le stockage, ce genre de choses. Et à mon avis, c'est des aspects à ne pas négliger. De manière générale, pour les céréales, mais également pour les oléagineux, les protéagineux, la FSPC est à disposition. On l'explique volontiers, que ce soit par téléphone, par mail, on le fait très très volontiers. On se déplace aussi volontiers dans les assemblées de centres collecteurs, par exemple pour expliquer les mécanismes du marché, la formation du prix. On est vraiment à disposition aussi pour faire des exposés dans d'autres manifestations. On le fait vraiment très volontiers, en français et en allemand.